apporté des recommandations. Toutes les organisations, les citoyens ont exprimé leur désir dans la rédaction de la Constitution. Mais malgré cela, il y a des voix qui se lèvent. Est-ce que ce n'est pas le cas de l'Afrique de l'Ouest aussi? Les voix qui se lèvent sont les voix politiques. Vous comprenez, non? La Chine, en 1960, on était au même niveau que la Chine. Il y a des Gabonais qui ont voulu, par exemple, au cas du Gabon, que le mandat présidentiel soit celui de 5 ans, mais beaucoup sont quand même surpris qu'il a été maintenu de 7 ans, par exemple. Si on parle du mandat présidentiel, qui était à 5 ans, renouvelable plusieurs fois. Mais là, en bloc, on vous dit, c'est 7 ans, renouvelable une fois. Donc, on parle déjà d'alternance. Vous savez, pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait de l'alternance. Parce que quand vous savez que vous n'allez pas rester à vie, vous êtes obligé de travailler. Le Sénégal est le pays africain le plus émancipé en termes politiques. Il y a l'alternance au niveau du Sénégal. Quoi qu'on dise, il y a l'alternance. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le Gabon, vous regardez le Sénégal, il n'y a pas match. Ils ont le tramway, ils ont l'aéroport, c'est développé. Macky Sall a développé les infrastructures. Il a un bilan qu'aucun président francophone n'a. Mais Macky Sall a été dégagé par le PASTEF parce que sur le plan politique, il n'a pas assuré à cause de sa coalition avec la France. Parce que les Sénégalais sont conscients, la société civile sénégalaise est consciente qu'on a des miettes. Et il veut nous ramener à cet état politique où on a des miettes. Comment expliquer que la Chine, je vous prends l'exemple de la Chine, en 1960, on était au même niveau que la Chine. Aujourd'hui, est-ce que la Chine regarde les États-Unis dans les yeux? Des pays comme la Corée du Nord, vous m'excusez, on avait l'avance par rapport à ces pays, mais où se situe le Gabon, où se situe la Corée du Nord? On va prendre les pays arabes, les Émirats arabes unis, le Qatar, etc. Mais c'est des jeunes pays qui avaient un handicap, c'est le désert. Mais aujourd'hui, ils sont développés. Pourquoi? Parce que c'est des patriotes qui ont négocié la souveraineté nationale. Quand les Occidentaux sont arrivés, ils ont dit leur pétrole, c'est 50-50. Nous, notre pétrole, c'est 0, je ne sais pas combien %. Maintenant, les méthodes sont différentes. Au niveau du Sahel, on a des présidents qui sont des guerriers. Ils disent aux Français, on ne veut plus. Je vous prends l'exemple du Burkina Faso. L'or au Burkina Faso était exploité par les multinationales. Depuis une semaine, ce n'est plus le cas. Ils ont nationalisé, ils ont récupéré 100% de leurs industries au niveau de l'or. Le Niger a fait la même chose. L'uranium du Niger, qui permettait d'alimenter. Vous imaginez que le Niger a des problèmes de courant. Nous, on n'a pas de délestage. Les délestages qui sont au Niger sont énormes. Mais c'est le Niger qui permet à l'Europe, à l'Union européenne d'avoir le courant, qui permet à la France d'avoir le courant, qui permet à la France d'avoir des centrales nucléaires. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc, c'est sur ça que les militaires sont, et c'est pourquoi ils ont l'adhésion populaire. L'adhésion, elle est vraiment au niveau du Sahel. Et là, ils ont même une stratégie. Quand on dit la Confédération des États du Sahel, là, ils ont une législation qu'ils vont faire en commune, la libre circulation. Ils sont en train de travailler pour une monnaie commune, le Front du Sahel, qui va sortir dans quelques mois, etc. Ils essaient de se mettre ensemble pour combattre les impérialistes, l'Occident, pour la souveraineté économique, la souveraineté politique, pour pouvoir émanciper nos pays. Mais eux, ils nous parlent d'élection. Bon, comment vous pouvez faire une élection dans un pays où les gens meurent tous les jours? Là, dernièrement, ils ont attaqué la base au Mali, ils ont attaqué l'aéroport, et ils ont attaqué... Au Burkina Faso aussi. Au Burkina Faso aussi, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des attaques. Bon, dans ces conditions, une élection, on va la faire comment? Il faut stabiliser le pays. Une fois on a fini avec les djihadistes, là, on peut passer maintenant aux élections. Regardez Assimi Goïta. Là, ils ont mis dans le budget, les prévisions budgétaires l'année prochaine, l'élection présidentielle. Oligui Nguema au Gabon, pourquoi lui, il arrive à franchir toutes ces étapes pour pouvoir passer à l'élection l'année prochaine? Parce qu'on n'a pas de djihadistes, on n'a pas de perturbations. Donc, ils peuvent suivre leur chronogramme jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui n'est pas dans le cas, ce qui n'est pas le cas au niveau du Sahel. C'est impossible au Sahel de faire les élections de façon objective. D'accord. Et c'est ça, c'est comme tu parlais des constitutions. Les constitutions aujourd'hui, comme je disais, comment on peut
prétendre aller à une élection alors que les gens meurent tous les jours. Donc, moi, je pense que les constitutions aujourd'hui qui sont soumises à référendum et à la population, cela n'a pas été écrite par les militaires au pouvoir. Ça a été, on a associé, j'en parle de dialogue inclusif. C'est que la population a été également impliquée. Parlant du cas du Gabon, par exemple, ce sont les Gabonais eux-mêmes qui ont rédigé ce qui se dessine en ce moment. C'est que même s'il y a eu des amendements, mais il y a eu d'abord la convocation de la population. Donc il y a eu d'abord ces recommandations ou ces propositions émanant de la population elle-même. Donc je pense que ils ont ces militaires, régimes militaires, ils ont aussi la volonté d'associer le peuple parce qu'ils estiment que s'ils sont là et s'ils sont aujourd'hui acclamés, c'est le même peuple-là qui les acclame. C'est des patriotes. Donc c'est de dire aussi que cette soif aussi, comme on disait au départ, cette soif-là de pouvoir mieux vivre sur sa terre, cette soif de mieux vivre de nos richesses, donne aussi cette caution aussi aux militaires. Parce que aujourd'hui, le cas du Gabon n'est pas comparable à celui de l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils ont cette question-là des djihadistes qu'il faut d'abord régler. Mais comment prétendez-vous, estimez-vous qu'on puisse aller à une élection alors qu'il y a des troubles dans telle ville, telle région, et les troubles jusque même la capitale? Parce que récemment, c'est le Burkina Faso qui a été frappé en plein cœur de la capitale. Vous voyez, mais comment organiser? Parce que là, après, même le jour des élections, parce que souvent les djihadistes ils perpètrent, ils organisent des attaques le jour même des élections. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est aussi la prudence aussi de la part aussi des militaires. Ils estiment qu'on ne peut pas laisser tuer un peuple parce qu'on veut aller coûte que coûte aux élections alors qu'il y a cette question-là d'abord à régler. Donc je pense que les populations ne sont pas lésées. Ils ont été associés à la rédaction de ces constitutions-là. Moi je parle par exemple du cas du Gabon, que nous tous nous connaissons. Ce qui se décline aujourd'hui et qui va être proposé ou soumis à référendum le 16 novembre, ce sont des décisions que les propositions que les Gabonais eux-mêmes ils ont proposées, même s'il y a eu des amendements. Mais il y a cette volonté-là de aussi associer le peuple pour dire la Constitution, c'est notre texte fondamental, c'est ce qui va régir un pays. Et nous tous, nous sommes amenés à y penser ou à contribuer. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle il y a eu ce soulèvement ou cette volonté-là de vouloir aller au dialogue. Donc aujourd'hui, moi je pense que même si on l'apprécie, ça semble bien se dessiner au niveau du Gabon, mais en Afrique de l'Ouest, moi je ne pense pas qu'on puisse faire des comparaisons sur des contextes différents. D'accord. Mais est-ce que finalement ces constitutions-là pourront garantir demain une véritable alternance démocratique à l'avenir après cette période après ces périodes de transition? Je pense qu'il y a un certain nombre de points critiqués par certains acteurs politiques qui estiment que les militaires ils se taillent la paille, Après tout, parce que ce sont des gens, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en parlant du Gabon, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ne seront plus jamais des militaires. Ils ne vont plus répartir dans les casernes. Ce sont des gens qui ont pris les risques pour pouvoir prendre les choses à main, pour dire non, nous, on ne peut pas supporter. Parce que la population n'avait pas d'autre choix. Pendant des années, la population a subi. Ils vont aux élections. À la fin, les résultats qui sont sortis des urnes ne sont pas des élections, ne sont pas des résultats ou ne sont pas les suffrages que eux ou la population a exprimés. Donc, ils ont subi ça. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont cette soif-là de voir peut-être que des choses changer. Et aujourd'hui, les militaires ne sont pas des civils, ce ne sont pas des acteurs politiques. Eux, comme disait tout à l'heure, on a vu en moins d'un an, on est tous à Libreville, on vit tous dans les quartiers, mais on voit quand même des rues qui sont bitumées. On voit cette volonté-là manifeste de la part quand même des militaires qui montrent peut-être que si on leur confie un mandat, peut-être que ça ira mieux. Et ils sont arrivés, ils ont modifié quelque chose qui était là, que certains acteurs politiques qui condamnent aujourd'hui les militaires applaudissaient à l'époque, parce qu'ils étaient confortables dans cette position où le président, une fois arrivé au pouvoir, il pouvait s'éterniser, il pouvait renouveler, il pouvait revenir participer aux élections autant qu'il veut. Mais aujourd'hui, on a des militaires qui arrivent, qui disent non, un seul mandat,
un seul mandat, une fois renouvelable. Alors, mais je ne sais pas, même si la durée du mandat peut-être est différente par rapport à ce que proposait l'ancienne loi. Mais aujourd'hui, il y a cette volonté-là de ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir. Donc je pense qu'il y a cette volonté aussi de vouloir passer la main après les élections. Même si Oligui, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est pas encore prononcé pour dire qu'il sera candidat, mais même s'il deviendra candidat, après tout, il reste gabonais, même s'il deviendra candidat, mais il va pas aller au-delà de 14 ans, au-delà de 2 mandats. Pourquoi? Parce qu'il y a ce verrou-là qui fera en sorte qu'il ne puisse pas solliciter un 3e mandat. J'espère qu'elle ne sera pas modifiée au moment voulu. Monsieur est là, ces constitutions manifesteront la fermeté pour parvenir finalement à une véritable démocratie. Moi, je partage complètement son opinion. Bon, déjà, qu'est-ce qui entraîne l'émergence des militaires aujourd'hui au pouvoir? Ce sont les politiques. C'est l'échec des politiques. Je vous ai dit que la Chine, la Corée du Nord, les pays arabes, etc., on était au même niveau. Et aujourd'hui, il n'y a pas match. Pourquoi? Parce qu'il y a eu à chaque fois des coups d'état civil. Ne l'oublions pas. La plupart des élections en Afrique francophone, que nous maîtrisons bien tous, sont tronquées. Quel est le pays en Afrique francophone? Il y a eu une élection qui n'est pas contestée. Vous allez aller dans tous les pays d'Afrique francophone, on va toujours vous dire, celui qui a été déclaré vainqueur, c'est pas lui le vainqueur. Au Gabon, qu'est-ce qui amène Oligui Nguema au pouvoir? C'est l'élection présidentielle. Parce que quoi? Elle est tronquée. Vous comprenez? Donc, l'émergence des militaires est due aux civils. Bon, aujourd'hui, c'est les mêmes politiques qui nous créent les débats, qui parlent le français, qui maîtrisent les textes, qui maîtrisent... Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un pays qui se développe, un pays qui avance. Et c'est pareil en Afrique de l'Ouest. Je vous dis, c'est des pays qui sont en guerre, mais qui sont aujourd'hui dans l'industrialisation. Vous savez, pour éradiquer la pauvreté, il y a 2 choses. Il y a la souveraineté nationale, la souveraineté économique, l'industrialisation et la mécanisation de l'agriculture. C'est par là que vous réglez tous les problèmes de chômage. Les militaires, quand ils arrivent, ils se battent. Quand on parle de constitution taillée, bon, quelle est la constitution qui est taillée? Au niveau du Gabon, si on prend l'exemple, c'est l'article 53 qui crée les débats. Parce qu'on dit il faut être de père et de mère, avoir une femme aussi de père et de mère, le père aussi doit être de père et de mère. C'est ça qui crée les débats. Et il faut aussi souligner peut-être aussi que ce n'est pas les militaires qui ont proposé ça. Ce ne sont pas les militaires qui l'ont proposé, c'est ça la population qui a proposé. Un article comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il a de mal? Et qui rédige? C'est les politiques. C'est les politiques qui vont s'asseoir chez le président, qui conseillent. Vous avez vu lors du conclave que le président a eu avec la constituante, avec le gouvernement, le CETRI. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de proposer une constitution qui ne soit pas taillée sur mesure pour lui, mais une constitution qui regroupe les aspirations du peuple gabonais. Donc, c'est une parole profonde. C'est-à-dire que les militaires, eux, ils viennent pour rendre les gens heureux. Et ils n'ont pas le choix. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui a changé. Elle est ouverte au monde. Et elle a des exigences. Et les militaires le savent également. C'est pour dire qu'ils n'ont pas le choix. Que ce soit Oligui Nguema, que ce soit les gars du Sahel, Assimi Goïta, Tchiani et Ibrahim Traoré, que ce soit Doumbouya au niveau de la Guinée, aujourd'hui, avec la jeunesse africaine, avec l'émergence des réseaux sociaux, les messages passent. Vous pensez que qu'est-ce qui a fait reculer au niveau de l'article 53, où on dit on va maintenant l'adapter, comme l'a dit le ministre? Mais c'est la grogne des réseaux sociaux. Donc on ne peut plus diriger aujourd'hui l'Afrique comme on l'a fait avant. Regardez Bourget qui sort, quand il fait des déclarations sur la Côte d'Ivoire. On bombarde un président, la France, hein, volontairement. Et après, on nous dit que non, c'est lui qui avait gagné les élections. Le président de la France, pour lui dire, il faut donner la place à Ouattara. Sinon, il dit non, il dit il va le vitrifier. Et il a vitrifié. Donc, ce genre de choses sont en train de sortir et ça crée encore la colère de la jeunesse africaine. D'accord. Ça crée la colère de la jeunesse africaine, surtout la révolte, hein, de pouvoir, n'est-ce pas, se libérer et vivre librement, si vous me permettez, de cette répétition. Cher invité,